Molt bon dia. Doncs comencem aquest acte a la jornada de Batxibac, que estem tan contents d'organitzar. I per fer l'obertura de l'acte i les paraules de benvinguda us deixo amb la Ida Soler Auró, que és la vicerrectora d'Estudiants i Alumni de la Universitat Pompeu Fabra. Ella és la vicerrectora, perquè no ho sabeu, perquè sou de batxillerat i encara no sou a la universitat, per a tots els estudiants d'aquesta universitat i per a tots els graduats. I estem molt contents que hagi vingut a fer aquesta obertura de l'acte i li cedeixo la paraula. Bon dia a tots. Bienvenue. Bonjour a tous. És un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta 9a edició de la jornada Batxibac, que celebrem avui aquí, a l'auditori del campus de Poblenou, de la Universitat Pompeu Fabra. Aquestes jornades són una molt bona ocasió per reunir-nos i compartir coneixements, experiències i inquietuds al voltant d'aquest doble diploma. El programa Batxibac, que combina l'ensenyament de batxillerat amb una immersió profunda en la llengua i la cultura francesa, no només obre les portes acadèmiques i professionals, sinó que també fomenta una mirada més oberta i crítica envers el món que ens envolta. És precisament aquesta riquesa cultural i lingüística la que avui ens convoca aquí, amb la voluntat d'aprendre, reflexionar i continuar construint ponts entre la francofonia i el nostre territori. La majoria dels estudiants catalans teniu ja d'entrada la gran sort i riquesa de créixer en un entorn multilingüe, amb el català, el castellà i l'anglès com a llengües en la vostra formació, i per tant sumar-hi el francès suposa un valor afegit immens. No només us facilita l'accés a estudis superiors i oportunitats laborals a fora d'aquí, a França i a altres països també francòfons, sinó que també us obre les portes a les xarxes professionals d'arreu del món. Dominar més llengües és dominar més eines per comunicar-se, per entendre altres realitats i, en definitiva, per avançar amb més seguretat en el futur acadèmic i professional. Vull agrair especialment la col·laboració del Lycée Français de Barcelona, de l'Institut Francès de Barcelona i el suport del Departament d'Educació en l'organització d'aquesta jornada. També voldria felicitar els estudiants i professors que són avui aquí, perquè amb el vostre esforç i dedicació feu que el Batxibac sigui una experiència d'enriquiment lingüístic i cultural de gran valor i una alternativa acadèmica que fa pocs anys no existia. Avui tindrem l'oportunitat d'escoltar ponències inspiradores com la de la professora del Liceu Francès de Barcelona, la Vanessa Fordó, que ens parlarà sobre les estratègies de comunicació de De Gaulle i Pétain durant la Segona Guerra Mundial, i la del professor de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, el Guillem Naro, que ens ajudarà a entendre millor la complexitat de la traducció de les preposicions. A més, comptarem amb un espai dedicat a l'orientació acadèmica i tancarem l'acte amb una activitat lúdica per posar a prova els vostres coneixements sobre la francofonia. Us animo a aprofitar aquesta jornada per intercanviar idees, fer preguntes i, sobretot, gaudir d'una experiència compartida. I sense més preàmbuls, donem per inaugurada la jornada del Batxibac 2024-2025. Gràcies i benvinguts. Doncs ara em toquen unes paraules a mi. Jo soc la Carme Bach, soc la degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Bon dia a totes i a tots els estudiants de batxillerat i el seu professorat. Bonjour a tu. És un plaer per mi poder rebre-us a la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge i estem molt contents de poder tornar a organitzar la jornada Batxibac, que ja és la 9a i a més va quedar parat pel tema de la pandèmia. A més, estem molt contents de la col·laboració en totes les institucions que ens ajuden a organitzar aquesta jornada. Seria impossible fer-ho sense la col·laboració del Lycée Francès, de l'Institut i del Departament d'Ensenyament, i estem molt contents d'això.
També la nostra secretaria, que fa molta feina, i evidentment el nostre tutor de francès de la facultat, que és el professor Guillem Naro, que fa una feina excel·lent i és l'ànima d'aquesta jornada, de l'organització d'aquesta jornada. Segurament vosaltres ens deveu conèixer, a vegades entre el públic hi ha professors nostres, també hi ha estudiants nostres i professors nostres. Ens deveu conèixer perquè organitzem cada any el concurs de traducció francès-català i alemany-català també. Suposo que alguns de vosaltres potser fins i tot hi participeu. L'organitzem cada any i penseu que aquest any ja anem per l'edició número 25 i estem molt contents d'això, d'aquest concurs que té tanta bona salut. També si esteu fent segon de batxillerat i feu algun treball al voltant de la llengua, de la recerca en llengua, en lingüística, us podeu presentar el millor treball, el Premi al millor treball de batxillerat, que també trobareu les bases a la nostra pàgina web. D'acord? Us animem a fer-ho. Acollim, doncs, aquesta 9a jornada en el marc d'aquesta nostra facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, en què el francès, com ja sabeu, deveu conèixer, és una de les llengües de treball, tant per als estudis de llengües aplicades, tenim un grau en llengües aplicades, com per als estudis de traducció i interpretació, amb la particularitat que els estudiants que tenim tenen el francès com a llengua primera o llengua segona de treball i que poden especialitzar-se en la traducció científico-tècnica, en la interpretació, en la traducció jurídica i econòmica o la traducció literària, cap al català i cap al castellà, i això és un tret distintiu nostre, que no tenen les altres facultats de traducció que hi ha a Catalunya, fent cap a dues llengües i des de dues llengües, des del francès, en el vostre cas seria, suposem, i des de l'anglès. D'acord? Una altra acció que fem nosaltres perquè els nostres estudiants tinguin un bon nivell de francès i facin de mediadors lingüístics entre la cultura francòfona i la catalana i la castellana, que us representa molt aquesta figura de mediadors entre cultures, és que tenim una estada obligatòria a tercer curs dels nostres graus en què els estudiants poden seleccionar, evidentment, una universitat francòfona, però si ja sabeu molt de francès i preferiu millorar el vostre anglès, doncs us podeu apuntar a una universitat de parla anglòfona. A més, i fer una altra estada optativa a quart curs, que pot ser a altres països que no siguin de la Unió Europea. També tenim estades als Estats Units, Canadà, en altres, Japó, etc. També, si algú de vosaltres té ganes de venir a estudiar amb nosaltres, sapigueu que tenim uns premis talent que destinem a les millors notes de tall, que arriben 2 premis per cada nota de tall, per cada una de les vies d'accés del grau. Són uns premis talents que els donem 500 euros a cada estudiant i que és igual si han tingut la millor matrícula d'honor i no han pagat, els ho donem igual, independentment de la beca, perquè volem tenir estudiants bons, i estudiants bons també que tinguin la llengua francesa com a llengua primera, que seria el vostre cas, segurament. En tenim 2 reservats pels estudiants que volen fer la via de francès-alemany llengua de signes, 2 pels que volen fer la via d'accés per anglès, 2 pel doble grau, perquè tenim un doble grau, pots fer amb 5 anys el grau en traducció i interpretació i el grau en llengües aplicades, en lloc d'en 4 anys, també per aquesta via. En tenim 8 premis talent en total. Finalment, també us vull dir que si veniu a estudiar amb nosaltres i teniu un C1 de francès, com segurament és el cas, que tots vosaltres el teniu, a partir de l'any vinent, a més d'estudiar francès, o no el teniu, doncs els que tingueu us pugueu certificar i treure un certificat del C1 de francès en accedir als estudis, sempre, clar, el món està ple de certificats, potser teniu el nivell però no us heu tret el certificat. Si us traieu el certificat, a més de cursar francès i anglès, podreu estudiar també amb nosaltres xinès, rus i italià. I per tant, creiem que això és interessant per vosaltres. I us anuncio que estem treballant en aquests moments per aconseguir una doble titulació també en una universitat italiana, de manera que en 4 anys us poguéssiu treure el grau en traducció i interpretació i, a més, un grau de la universitat italiana. Encara ho estem acabant d'ultimar i no us puc dir més coses, però sí que podeu anar a fer una estada a Itàlia, per exemple, també, si ja sabeu prou francès i valoreu que preferiu una altra cosa.
I així us he fet una mica de propaganda dels nostres graus, que també és el que toca si veniu en aquesta facultat. Espero que tingueu molt bona jornada i ara donaré la paraula i ens veurem a la cloenda una altra vegada. Espero que sigui molt profitosa. A la pausa tindreu un mini saló de l'ensenyament específic per a vosaltres, que jo crec que us pot interessar molt, tant del Campus França com del grau de negocis, d'ESI. Sé que molts estudiants que feu el batxibac us orienteu cap als negocis, també, i dels nostres graus també, evidentment, us informarem de tot plegat. I ara passo la paraula a la senyora Azar Agag, cònsol general de França a Barcelona. Moltes gràcies. Buen día a todos, bonjour a tous. Voy a hablar en español un poco. Estoy aprendiendo el catalán, pero no estoy todavía como muy fluida para hacer todo el discurso en catalán y me van a permitir también hablar en francés, porque entiendo que la mayoría de las personas que están aquí hablan el francés. Y si no lo hago yo, bueno, estoy muy feliz de estar aquí hoy y agradezco a los representantes de la Universidad Pompeu Fabra por la organización de esta 9ª jornada Batxibac, así como el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, l'Institut Français d'Espagne, le Lycée Français de Barcelone, y todos los profesores del Batxibac, sin los cuales todo esto no sería posible. Si me permiten, voy a seguir en francés, voy a hablar despacio para que todo el mundo lo pueda entender, pero creo que no hay mayor problema. Chers élèves de Batxibac, vous êtes près de 190 élèves présents aujourd'hui, issus de 13 lycées différents. Ces journées Batxibac sont un élément important dans votre cursus, et ce pour plusieurs raisons. C'est d'abord une opportunité de rencontrer des camarades d'autres établissements Batxibac et d'autres villes. C'est aussi une opportunité de se sentir membre de la communauté des jeunes catalans et plus largement des près de 10 000 jeunes espagnols et français actuellement inscrits en Batxibac qui, en choisissant ce double diplôme, développent une excellente maîtrise de la langue, mais aussi de la culture française. Choisir le Batxibac, c'est acquérir une méthodologie et une compétence interculturelle qui vous prépare à devenir de brillants étudiants de l'enseignement supérieur dans quelques mois. C'est enfin une occasion d'avoir un aperçu de l'excellence des formations proposées par l'UPF et du très bon accueil fait aux étudiants dans cette université, et je vous en remercie. Vous le savez, le Batxibac est un atout indéniable dans votre cursus. Et je me réjouis de savoir que la Catalogne concentre près de 60% des sections Batxibac en Espagne. Cette formation unique vous permet de multiplier vos perspectives dans le cadre de vos études supérieures et de votre vie professionnelle. Il vous permet aussi de partager des valeurs communes et d'exercer pleinement votre citoyenneté européenne. Il vous permet enfin de bénéficier d'activités culturelles. Pour celles et ceux qui font le choix d'étudier en France à un moment de votre parcours universitaire, quelques données qui me semblent utiles. Il y a plus de 250 doubles cursus franco-espagnols en vigueur qui permettent de combiner des études en Espagne et en France. Et j'ai d'ailleurs moi-même suivi un cursus de ce type il y a longtemps déjà, puisque c'était en 2002. La mobilité étudiante ne cesse d'augmenter. Ainsi, sur l'année 2023-2024, on recensait plus de 12 000 étudiants espagnols en France, soit 44% de plus qu'en 2018. La France est la deuxième destination des étudiants espagnols en mobilité Erasmus et la deuxième destination des étudiants espagnols en mobilité diplômante. Si cela vous intéresse, l'antenne Campus France de l'Institut français de Barcelone est à votre disposition pour vous renseigner, notamment sur les bourses, à l'instar du programme des bourses d'excellence à venir, qui est un véritable outil d'attractivité et de rayonnement qui permet chaque année d'attirer les meilleurs étudiants espagnols vers les universités françaises. Ainsi, ces 3 dernières années, sur les 18 bourses d'études de mobilité pour une première année de licence en France, 10 ont été attribuées
par l'ambassade de France en Espagne à des élèves de Bachibac, soit plus d'un lauréat sur 2. Vous aurez l'occasion d'échanger directement avec le représentant de Campus France lors de la pause de 11 h. Vous dire aussi que vous êtes les bienvenus à l'Institut français de Barcelone, qui offre de multiples possibilités d'explorer les cultures françaises et francophones à travers sa médiathèque, mais aussi à travers sa programmation culturelle riche et diversifiée. Je vous invite d'ailleurs à voir, d'ici le 6 mars, l'exposition Au-delà des apparences, réalisée par les élèves de bachillerato artistique et de Bachibac du collège épiscopal de Lleida, inspirée du roman de Romain Gary, La vie devant soi, qui est au programme du Bachibac, si je comprends bien. Un mot enfin pour remercier sincèrement l'ensemble de l'équipe enseignante pour votre investissement sans faille et la faculté de traduction et de sciences du langage pour l'organisation de cette journée, en espérant qu'il y en aura beaucoup d'autres. Excellente journée à tous. I ara, per acabar de fer l'acte d'inauguració d'aquesta jornada, passem la paraula al senyor Xavier Ñáñez, cap del Servei de Currículum de Secundària i Batxillerat. És igual, si no, no passa res. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Un grand merci pour votre assistance qui fait possible la réalisation de cette journée. Étudiants Bachibac, enseignants Bachibac, la représentation de la mission diplomatique française à Barcelone, consulat, l'Institut français, Campus France, lycée français à Barcelone, et l'université qui nous accueille, l'université Pompeu Fabra, qui, en faisant mémoire, la première journée Bachibac va tenir lloc aquí mateix, al curs 2014-2015. Era un mes de novembre i vam acollir, recordo que érem al voltant de 300 i poc persones que no hi cabíem en aquesta sala i vam haver d'anar a una altra, utilitzar dues sales. Aquell any hi havia 27 centres Bachibac a tota Catalunya, amb 450 alumnes Bachibac entre primer i segon. Actualment, al curs 2024-2025, tenim 69 centres Bachibac i poc més de 1.600 alumnes que a Catalunya fan la doble titulació. Com bé sabeu, el programa Bachibac és fruit d'un acord entre dos estats que va ser signat el 2008 amb la representació de la República Francesa i l'estat espanyol. Es va signar el 2008 i va començar a caminar per primera vegada aquí a Catalunya, juntament amb una altra comunitat de l'Estat, Múrcia. I a Catalunya vam començar amb 4 centres al curs 2010-2011. Podeu veure aquesta evolució. Actualment atenem a 69 centres establishment Bachibac i aquests 1.600, i hauria de mirar la nota, més de 1.600 alumnes, dels quals 774 són els que esteu fent segon de batxillerat.
I, per cert, suposo que si esteu aquí, els de segon, heu fet la preinscripció a la prova externa i que els centres ja esteu validant, no? Aquesta setmana recordeu que hem d'acabar de validar per tenir la relació d'alumnes que fareu la prova externa a finals d'abril i durant la primera quincena del mes de maig. Doncs amb això volia acabar i vull insistir. Agraïm moltíssim la vostra assistència, estudiants, professorat entregat, professorat que creu en el programa i que feu possible aquesta realitat. Sempre ho dic, el programa Batxibac s'associa a un programa d'excel·lència, que l'alumnat és excel·lent. És veritat, sou excel·lents. Però per què? Perquè hi ha professorat excel·lent que fa possible aquesta realitat. Un gran merci. Doncs ara el que em correspon a mi, com que ja he fet el meu Parlament, és presentar-vos una mica el programa de la jornada i presentar, com ja us he dit, primer parlarà la Vanessa Fardú, professora del Lycée Français de Barcelona, que ens farà una conferència de 3/4 d'hora. Seguidament hi haurà una pausa i un minisaló de l'ensenyament, que crec que serà molt interessant per vosaltres. I després, en darrer lloc, parlarà en Guillem Naro amb una altra conferència de 3/4 d'hora. Fareu un joc Kahoot, que això espero que us sigui entretingut i que us sigui d'utilitat, i tornarem per concloure l'acte. Doncs és un honor per mi presentar-vos a la Vanessa Fardú, que és professora del Lycée Français de Barcelona, amb la conferència que porta per títol «En quoi les estratègies de comunicació opposées de Gaulle a de Pétain durant la Seconde Guerre mondiale refleten els leurs objectifs polítics i influencen els l'opinió pública». Perdoneu el meu francès. I li dono pas a la Vanessa, nosaltres podem deixar el lloc i així la podrem sentir correctament. Moltes gràcies. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Donc, je suis Vanessa Fardou, professeure d'histoire-géographie au lycée français de Barcelone. Je suis ravie de représenter le lycée français de Barcelone et de pouvoir partager avec vous ce moment sur la France dans la Seconde Guerre mondiale, collaboration et résistance. Donc, au cours de mon intervention, j'aborderai le rôle de la France durant la Seconde Guerre mondiale en m'appuyant sur ces deux notions fondamentales qui ont marqué cette période, la collaboration et la résistance. Ces concepts opposés illustrent la profonde division qu'a traversée la France et la société française face à l'occupation allemande et nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour mieux comprendre cette dynamique, je vais mettre en lumière deux personnages très importants dans cette période française. Donc, le maréchal Pétain. Donc là, on voit une image de son entrevue à Montoire avec Hitler. Et le général de Gaulle, donc là, c'est une image de son quartier général à Londres. Donc ces deux, le choix en fait du maréchal Pétain et du général de Gaulle, c'est que ça va marquer et symboliser des orientations contraires au sein de cette période. Donc d'un côté, le maréchal Pétain, qui est le héros de la Première Guerre mondiale, notamment de la bataille de Verdun, qui a tiré partie de son prestige et de sa popularité pour instaurer un régime qui va être fondé sur la collaboration, le régime de Vichy, la collaboration avec l'Allemagne nazie. Lui, il va être d'un côté en accord avec l'occupant, pensant préserver une certaine souveraineté française et épargner le chaos au sein de la France. Et c'est comme ça qu'il s'engage d'ailleurs dans une politique de compromis
en donnant naissance à l'État français sous le nom de régime de Vichy. Et de l'autre côté, on va avoir le général de Gaulle qui, lui, est à l'opposé, qui refuse la défaite et cette idée de se soumettre, et surtout cette idée de collaboration, et qui, lui, va choisir le chemin de la résistance, dès son célèbre appel du 18 juin 1940, prononcé depuis Londres, où il va appeler les Français à continuer leur combat, donc c'est ce qu'on va voir plus en détail par la suite, en organisant notamment la France libre. Il va également structurer des mouvements de résistance et il va faire tout ça de manière clandestine, puisque le territoire français est occupé et en collaboration avec l'Allemagne nazie. Donc on va s'intéresser de plus près à une question, la problématique que j'ai choisi de mettre en place aujourd'hui, qu'on tourne autour de leur stratégie de communication à chacun, au général de Gaulle et au maréchal Pétain. Donc la problématique sera la suivante. En quoi les stratégies de communication opposées de Gaulle et Pétain durant la Seconde Guerre mondiale reflètent-elles leurs objectifs politiques et influencent-elles l'opinion publique ? Donc on va voir ici les deux stratégies de communication de ces deux personnages. Et ces deux personnages vont constituer, et leur communication vont constituer une période charnière de l'histoire de France. Donc ces deux figures emblématiques, elles vont incarner des visions qui vont être complètement opposées. Donc on va avoir ici le maréchal Pétain, le général de Gaulle. Donc on est sur une vision complètement opposée des deux. L'un va incarner la collaboration avec l'Allemagne nazie et l'autre sera plutôt le leader de la France libre, symbole de la résistance intérieure et extérieure. Leur affrontement a lieu sur le plan militaire et politique, mais surtout sur le terrain de la communication, et ils vont chacun chercher à légitimer en fait leur autorité et à mobiliser les esprits et orienter l'opinion et les comportements de la population française. J'ai divisé du coup cette intervention en trois parties. La première partie, on s'intéressera aux stratégies de communication opposées, appel à la résistance face au discours de collaboration. Donc on sera toujours dans une dualité entre les deux, dans une opposition entre Pétain et de Gaulle. Alors, il y a un petit problème, c'était le grand 2. Le grand 2, ce sera des objectifs politiques divergents révélés par leur communication. Et le grand 3, une influence contrastée sur l'opinion publique et l'issue du conflit. Donc nous allons commencer avec cette première partie. Des stratégies de communication opposées, appel à la résistance et discours de collaboration. On va commencer déjà avec le général de Gaulle et sa communication qui est tournée vers la résistance et l'espoir. Donc en fait, dès la défaite de 1940 et l'armistice, Charles de Gaulle, lui, va adopter une stratégie de communication qui va être fondée sur le refus de la soumission. Pour lui, il n'y a pas d'armistice, la guerre n'est pas terminée. Et il va appeler à poursuivre le combat. Il va le faire tout de suite, dès le départ. Dès le 18 juin 1940, il va diffuser sur les ondes de la BBC, puisqu'il ne peut pas diffuser sur les ondes françaises, donc il va souvent passer par la BBC. Il va diffuser son discours et il va y affirmer que la France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Et il va ainsi s'opposer à l'armistice signé par le maréchal Pétain. Donc ce message va s'adresser à la fois aux soldats, mais aussi aux exilés, aux Français de métropole, en fait à tous les Français et à tous ceux qui veulent combattre, en leur rappelant que l'espoir demeure et qu'une victoire est encore possible aux côtés des Alliés. Alors ça me paraissait essentiel dans un premier temps de vous passer cet extrait de cet appel du 18 juin 40. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle.
cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie, car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Donc ici, on le voit bien, la rhétorique gaullienne, elle repose sur différents piliers. Et l'un de ces piliers, qu'il répète à plusieurs reprises, c'est l'honneur. C'est ce qu'il va y avoir de plus important, d'ailleurs, pour lui, c'est cette question d'honneur. Donc une rhétorique fondée sur l'honneur, sur la résistance et sur la continuité de la France libre, il le dit à la fin, France libre. De Gaulle va se positionner comme le garant de la souveraineté française en exil. Il va refuser l'effondrement du pays et il va incarner cette persévérance face à l'occupant. Son discours, il est volontairement solennel et déterminé puisqu'il vise à galvaniser les troupes et à inciter à l'engagement dans la lutte. Il va utiliser la radio, et notamment la BBC, dont je vous parlais tout à l'heure, et les médias étrangers, afin de contourner la censure imposée par le régime de Vichy. Et cette radio, la BBC notamment, va devenir un véritable outil essentiel à sa propagande et à la propagande de la France libre. Il va y intervenir régulièrement et il va maintenir du coup un lien avec la population. Et c'est aussi par cet intermédiaire qu'il va réussir à structurer la résistance intérieure, on le verra après, par une communication qui va être audacieuse, et il va réussir à mobiliser les Français et petit à petit à obtenir la reconnaissance, notamment internationale, de son mouvement. Alors, contrairement à De Gaulle,
Pétain, lui, légitime la défaite et propose un repli. Donc il va avoir plutôt un discours de collaboration qui va rechercher un consensus et un compromis. Ça, c'est l'image qu'on voit régulièrement représentant c'est l'image de propagande en fait de Pétain. Il utilise cette maison stable avec sa devise travail, famille, patrie, face à une maison complètement ébranlée par les, selon lui, notions, thèmes, idéologie de la République. Donc, à l'inverse de Gaulle, le maréchal Pétain adopte une posture totalement différente, fondée sur la résignation, l'ordre et la collaboration avec l'occupant. Donc, dans un premier temps, les éléments de sa communication, ça va être la légitimation de l'armistice comme un moindre mal. Donc, Pétain présente la défaite comme un fait accompli et il justifie la collaboration avec l'Allemagne comme un moyen, en fait, de préserver une certaine souveraineté française, comme si nous n'avions pas d'autre solution pour éviter le chaos, et que cet effort qu'il fait, c'est aussi pour le bien des Français. Il va également appeler au redressement moral et national. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il va en fait, à travers ce qu'il appelle, lui, la révolution nationale, prôner des valeurs conservatrices. C'est cette fameuse devise « travail, famille, patrie ». Et il va rejeter tous les principes et toutes les idées de la République. Il va même accuser la République et toutes ses idées de nous avoir emmenés à la défaite. Il va du coup utiliser, lui, une rhétorique qu'on va appeler paternaliste, comme s'il se positionnait en père de la patrie. Il est le sauveur. Il était déjà le sauveur. Il a déjà cette image de sauveur, puisque c'est lui qui sort comme héros de la Première Guerre mondiale et de Verdun notamment. Et donc il garde cette image de sauveur au début d'une France qui a affaibli. Il va également avoir ce qu'on appelle un discours pacificateur et défaitiste. Contrairement au général de Gaulle, Pétain, lui, il ne cherche pas à galvaniser les troupes, il cherche même le contraire, il ne veut pas lutter contre l'ennemi, mais collaborer. Il va encourager du coup l'acceptation de l'ordre qui va être imposé par l'Allemagne nazie et il va dissuader toute forme de résistance, d'où la censure. On va également avoir un contrôle étroit des médias, c'est ce que je viens de vous dire, et de la propagande. Le régime de Vichy, du coup, instaure la censure stricte. La diffusion des messages ne favorise que la collaboration. Et il utilise les médias nationaux, la radio, la presse, pour contrôler l'État, les occupants, pour contrôler l'État et participer à la collaboration avec l'occupant. Donc cette stratégie, elle va avoir un impact direct sur l'opinion publique. Dans un premier temps, la stratégie du maréchal Pétain, elle va séduire les Français, notamment ceux qui aspirent à une stabilité après la débâcle de 1940. Mais à mesure que la guerre progresse et que la répression allemande s'intensifie sur le territoire français, le discours de Pétain va finir par perdre en crédibilité et on va basculer gentiment vers la résistance et la population va devenir de plus en plus résistante à cette occupation allemande et à cette collaboration avec l'Allemagne nazie. Du coup, ça nous emmène vers deux objectifs politiques qui vont être divergents et qui vont être révélés par ces communications de ces deux protagonistes. Donc la manière dont De Gaulle et Pétain s'adressent aux Français va refléter la vision qu'ils ont du rôle de la France dans la guerre et leur vision de l'avenir du pays. Donc De Gaulle, lui, comme on l'a déjà dit auparavant, c'est incarner la continuité et la souveraineté de la République, de la France libre. Donc il va refuser la défaite. Dès le départ, on l'a déjà dit, dès l'appel du 18 juin, il rejette l'armistice signé par Pétain. Pour lui, la guerre n'est pas terminée. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il va chercher à légitimer son autorité. Moi, général de Gaulle,
actuellement à Londres. Donc, il s'adresse en se mettant en avant. Il va renforcer son statut en fait de leader de cette résistance en utilisant ce genre de formule. Il va mobiliser les Français à l'action. Donc, son appel ne s'adresse pas uniquement aux militaires, mais aussi à tous ceux qui vont refuser l'occupation. Et on retrouve dans son discours ces 3 piliers d'honneur, de devoir et d'espoir. Il va du coup, par son action, par sa communication depuis Londres, réussir à mobiliser des forces pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cette communication qui lui permet de mobiliser ses forces et qui va lui permettre de mettre en place les forces françaises libres et la résistance intérieure, avec l'aide, bien évidemment, de Jean Moulin. Et ils vont unifier le Conseil national de la résistance. Tout ça, c'est la base de leur stratégie de communication et de la stratégie de communication de De Gaulle. Pourquoi j'ai mis ce symbole? Parce que c'est le symbole de la résistance, c'est ce qu'on appelle la croix de Lorraine. C'est le symbole que De Gaulle va utiliser. C'est le symbole que vous avez pu retrouver au tout début sur son QG à Londres. Et je vous conseille également de lire ce livre sur les forces françaises libres, Parcours de Français libres. Donc ici, vous avez une photo de Jean Moulin qui va permettre à De Gaulle de transmettre son action au sein du territoire français, depuis l'intérieur, et leur programme du Conseil national de la résistance. Donc tout ça, c'est leur stratégie de communication. On va également avoir... Alors comment transmettre ces informations, pas seulement par la BBC ou les médias internationaux, on va aussi avoir des journaux clandestins qui vont relayer les idées du général de Gaulle et qui vont contourner la censure de Vichy et des nazis. Donc on va en avoir plusieurs. Donc vous allez avoir par exemple Combat, Libération ou Défense de la France qui vont diffuser des informations interdites et encourager la population à la résistance. Alors Pétain, quant à lui, il justifie l'armistice et il va promouvoir la révolution nationale. Il adopte du coup une posture qui va être complètement différente et son discours va viser à légitimer la soumission à l'ennemi. Donc il veut légitimer dans un premier temps l'armistice qui a été signé le 22 juin 1940 et il va présenter cette signature comme une collaboration d'un moindre mal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et qui va éviter des souffrances inutiles à la population. Il parle de donner à la France un ordre nouveau. Et il insiste sur la nécessité d'accepter la réalité de la défaite. Pour lui, on n'a pas d'autre choix. Il faut accepter cette défaite et passer à autre chose. Donc l'armistice est signé donc, le 22 juin 1940. Alors, pour pouvoir asseoir son pouvoir, il va, ce qu'on appelle, délégitimer la République. Je vais vous montrer une vidéo. Tout à l'heure, je vous ai montré une affiche avec 2 maisons. Une maison qui est en ruine et l'autre maison avec des piliers sûrs. C'est l'image qu'il va reprendre. La vidéo analyse cette affiche, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. On va voir que ici, Pétain va avoir une idéologie conservatrice. Il va valoriser l'ordre, le retour à l'ordre, l'importance de la famille, du travail et de la patrie. Donc il va s'imposer comme un père protecteur de la patrie et il va chercher à ancrer ses idées, son régime et à couper avec la République qu'il accuse de tous les maux. Comment redresser la Maison France après la débâcle face à l'armée allemande en juin 1940 ?
les services de propagande du maréchal Pétain répondent avec cette affiche « La Révolution nationale ». L'affiche oppose radicalement deux Frances. La France d'avant, celle de la Troisième République qui a conduit à la défaite, à la France nouvelle, celle de Pétain qui va rétablir l'ordre. À gauche, c'est un indescriptible délabrement. De mauvaises fondations ont entraîné la chute de la Maison France. Quelles en sont les causes ? Il suffit de lire les inscriptions sur les sacs de gravats qui mettent la maison en déséquilibre. Antimilitarisme, égoïsme, radicalisme, avarice. Si l'on regarde cette étoile de David, dans laquelle figurent les 3 points en triangle, les juifs et les francs-maçons sont eux aussi responsables. Tout comme les communistes ou les socialistes symbolisés avec le drapeau rouge. Bref, c'est la France de la décadence et de la corruption, résumée ici sous le terme « France et compagnie ». Enfin, la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » a été remplacée par un autre triptyque. La paresse et la démagogie renvoient à la politique sociale du Front populaire qui a mis en place les congés payés et la semaine de 40 heures. Quant à l'internationalisme, il fait référence à l'influence supposée de Moscou et au capitalisme aux mains de juifs cosmopolites. À droite, la Maison France est redevenue elle-même. Elle a retrouvé ses couleurs de la traditionnelle mairie française. Grâce à qui ? Au bon maréchal Pétain, présent ici avec les 7 étoiles de son grade militaire. L'édifice est parfaitement stable, soutenu par des colonnes massives et repose sur de solides fondations bien ordonnées. Autant de valeurs positives et fondamentales qu'il s'agit d'inculquer aux Français. Enfin, la devise républicaine a été remplacée par les 3 piliers du régime de Vichy, le travail, si possible manuel, la famille, cellule de base de la société, et la patrie. Le tout bien visible en bleu, blanc, rouge. Abondamment utilisées sous le régime de Vichy, les affiches de propagande ont joué un rôle central dans la grande entreprise d'éducation, de conviction et de soumission des consciences. Cette œuvre manichéenne, Révolution nationale, entend faire acte de pédagogie pour nous dire que la débâcle de juin 1940 n'est pas due aux nazis ou au maréchal. Donc ici, en fait, cette stratégie de communication, selon Pétain, ça lui permet de rassurer et d'apaiser les Français. Contrairement à De Gaulle qui incite à la révolte, Pétain, lui, adopte du coup ce ton paternaliste, appelant les Français à l'acceptation et à la patience en attendant de jours meilleurs et en essayant de reconstruire quelque chose qui, selon lui, sera plus stable. Il va finalement réussir à transmettre ce message en contrôlant strictement l'information, puisqu'il est à la tête du régime de Vichy, et il va imposer à la tête de ce régime une censure, et utiliser la presse et la radio pour promouvoir sa politique et ce genre de messages. Des messages qui n'ont lieu qu'avec la collaboration et le fait de discréditer les résistants. Il va même appeler les résistants des terroristes. Donc ainsi, ces 2 stratégies de communication vont traduire des visions politiques qui vont être antagonistes. D'un côté, De Gaulle qui refuse toute compromission avec l'occupant et qui va incarner la lutte, avec une rhétorique gaullienne qui va être très particulière, et de l'autre côté, une rhétorique plutôt paternaliste et Pétain, qui va prôner l'adaptation et la coopération avec l'Allemagne nazie pour préserver une certaine souveraineté et garder le calme. Du coup, on va avoir une influence qui va être contrastée sur l'opinion publique et sur l'issue du conflit. Les discours de De Gaulle et de Pétain vont avoir des répercussions qui vont être profondes sur la perception de la guerre par les Français et sur l'évolution de la situation politique en France.
Donc le discours de Pétain va avoir d'abord un impact positif. Il va avoir une certaine adhésion d'une partie de la population. En 1940, après la défaite, il y a beaucoup de Français qui aspirent à une stabilité et qui voient en Pétain un véritable sauveur. Il va avoir pour lui aussi cette image de héros de Verdun qui va renforcer sa légitimité. Donc il va bénéficier dans un premier temps d'un véritable soutien populaire qui va adhérer à ses propos, à sa technique de communication. Il va renforcer cela par une influence efficace de sa propagande. Le régime de Vichy va contrôler du coup les médias et valoriser le travail, la famille, la patrie. Les Français n'ont accès qu'à ça, puisque c'est un véritable contrôle de la communication, de la presse. Et il va diaboliser la résistance. Il va participer aussi à toute cette idéologie juive mise en place par l'Allemagne nazie en disant que les Juifs sont responsables du chaos. Donc, comme il a la main mise sur la presse et sur les moyens de communication, les Français n'ont accès qu'à ça et donc, du coup, vont, dans un premier temps, être soutien de ces idées pétainistes. Puis, à partir de 1942, on va avoir un véritable rejet progressif. En fait, la France, elle est sous une occupation totale par les Allemands à partir de novembre 1942, et on va avoir des persécutions allemandes qui vont s'intensifier sur le sol français. Donc la collaboration qui est censée être protectrice vendue par Pétain s'effondre. Ce n'était qu'une illusion. Et une bonne partie des Français, une bonne partie de l'opinion française va basculer progressivement en la faveur de la résistance et donc des propos du général de Gaulle. Donc la montée en puissance du discours gaullien et l'unification de la résistance est faite notamment par la désillusion des propos et du discours tenus par le maréchal Pétain. La diffusion de ces messages à la BBC vont s'intensifier après l'appel du 18 juin. Ça va devenir un véritable symbole de la résistance et ces discours vont se répéter. Et on va aussi adhérer à son discours face au succès militaire des Alliés. On va avoir un véritable essor de la résistance intérieure. On en parlait tout à l'heure avec Jean Moulin. À partir de 1941-42, son discours, il va inspirer et il va provoquer des mouvements de résistance qui vont s'organiser notamment en réseau clandestin afin de saboter l'ennemi et l'occupant. Ils vont aussi monter des réseaux de renseignement pour les Alliés et collaborer cette fois-ci, eux, avec les Alliés. On va avoir une véritable, reconnaissance internationale du général de Gaulle grâce à son charisme, à ses discours qui vont être persuasifs, et il va être reconnu, lui aussi, par les Alliés comme le représentant légitime de la France en 1943. Donc on voit vraiment un contraire entre la propagande de Pétain qui tombe et celle de De Gaulle qui grandit. On va également avoir un dernier effet psychologique de cette propagande, c'est le débarquement de 1944, lorsque les Alliés vont venir libérer la France. Là, le discours de Gaulle prend toute sa force et toute son ampleur. Finalement, on comprend que la France n'a jamais cessé de combattre, qu'elle a participé activement aux idées de De Gaulle et qu'elle doit être maîtresse de sa propre libération. Ça a marqué les esprits, ça a marqué la mémoire collective française, ce moment de collaboration et de résistance. Les actions du maréchal Pétain et du général de Gaulle ont marqué de manière très différente, mais les esprits et la mémoire collective. Après la guerre, on va avoir un contraste entre ces deux stratégies de communication dans notre mémoire et toujours aujourd'hui. On va avoir De Gaulle qui va être érigé en héros national. Il va avoir une image de leader de la résistance, il va devenir un véritable pilier du récit national. On va créer un mythe gaullien.
Et il va même revenir au pouvoir en France en 1958. Et à côté de ça, on va avoir Pétain qui va être, lui, discrédité et condamné. Il va être jugé en 1945 pour haute trahison. Il va être condamné à la prison à vie. Et son discours de collaborationniste va être assimilé à une honte nationale. Donc leurs deux techniques de communication vont arriver à deux images encore présentes aujourd'hui dans la mémoire collective française qui vont être complètement opposées. Donc ainsi, ces deux stratégies de communication n'ont pas seulement influencé la guerre, mais elles ont aussi façonné la mémoire des Français et la manière dont la France a construit son identité après 1945, notamment en valorisant cet esprit de résistance et en rejetant toute forme de compromission avec l'ennemi et toute forme de collaboration. C'est un mot qui est compliqué encore aujourd'hui dans l'image de la France et dans la mémoire des Français. Donc pour conclure, les discours de De Gaulle et de Pétain durant la Seconde Guerre mondiale révèlent deux conceptions qui vont être complètement et diamétralement opposées du rôle de la France dans le conflit. La résistance qui va être active et l'acceptation qui va être résignée. Leurs stratégies de communication respectives, du coup, ont influencé les choix des Français. La dynamique de la guerre, comment ça s'est résolu, et la mémoire nationale, ce qu'on en pense encore aujourd'hui. Donc si dans un premier temps, Pétain semble incarner la stabilité, c'est finalement De Gaulle qui, grâce à son appel, grâce à sa résistance, grâce à ses discours, grâce à sa propagande, s'impose comme la voix de la France victorieuse et libre. Je vous ai mis en une petite bibliographie et cytographie pour terminer. Donc vous avez plusieurs œuvres que je vous conseille pour compléter ce sujet. Je vous conseille aussi vivement de vous rendre sur le site de la Fondation de Charles de Gaulle, où vous allez avoir bon nombre de documents sur cette période, sur Charles de Gaulle, et même après. Et pour compléter vos informations, je vous conseille aussi le site de l'INA, où vous allez retrouver de nombreuses vidéos qui vont pouvoir vous être utiles, d'ailleurs pas que sur ce sujet. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Juste une petite chose peut-être. De Gaulle revient au pouvoir en 1958. Je dis bien De Gaulle. Et en 1959, naît Astérix le Gaulois. C'est pas exactement une petite coïncidence, mais le Gaulois qui va libérer le pays de l'envahisseur, qui suit De Gaulle qui a libéré le pays de l'envahisseur. Alors, juste une petite chose. Maintenant, on va faire une pause et pour la première fois, vous allez avoir la possibilité de poser des questions pour votre avenir, si vous voulez. Vous aurez à l'extérieur 3 tables. Une première table qui sera consacrée à Parcours France et aux études en France, avec Samy. Samy, tu es là? Ouais. Avec Samy et Laure. Il y aura une deuxième table qui sera consacrée à l'école de commerce de la Pompeu Fabra, qui présentera à partir de l'an prochain pour la première fois un grau de commerce avec une mention francophonia. Donc c'est une grande nouveauté, non seulement une grande nouveauté pour la Pompeu, non seulement une grande nouveauté pour la Catalogne, mais même une grande nouveauté au niveau espagnol, puisque ce sera la toute première création d'un grau où le français, grau qui n'est pas le grau de langue, mais où le français occupera une place centrale. Donc là, il y aura Mérichel, et il y aura Mérichel, il y aura Christian. Et puis, il y aura une troisième table pour la faculté, où il y aura du monde, mais je ne sais pas exactement qui il y aura, j'y serai, mais il y aura d'autres personnes aussi. Donc, une petite pause, et on se retrouve d'à peu près dans une trentaine de minutes.
Ben, si vous voulez, on va continuer la journée. On attend encore 2-3 minutes, le temps que éventuellement d'autres personnes arrivent. Et puis je vais passer sur un sujet tout à fait différent, qui est le sujet des prépositions. Ben, j'ai choisi le sujet des prépositions parce que par expérience, je vois que pour nos étudiants, les prépositions, la traduction des prépositions représente quelque chose qui est très, très difficile. Et c'est vrai que traduire des prépositions peut être un véritable casse-tête. En particulier, j'en ai choisi deux aujourd'hui, deux qui vous posent un petit problème, qui nous posent un petit problème, qui sont les prépositions pour et la préposition pour et la préposition par. Oh, surtout ne le dites pas aux étudiants, mais après-demain, je vais rendre un travail et la traduction de ces prépositions pour mes étudiants va être une mauvaise surprise parce que ce que j'ai corrigé ne me plaît pas beaucoup. Donc, je vous explique un tout petit peu ce qui se passe. Lorsque vous avez des traductions en français, lorsque vous pensez à une traduction en espagnol et en catalan, que vous voulez rendre en français, votre première réaction est de mettre l'équivalent de ce que vous avez en espagnol ou en catalan. Vous traduisez directement. C'est la pire des choses à faire. Ah non, il ne faut surtout pas traduire les prépositions. Il ne faut surtout pas traduire les prépositions. Regardez déjà, entre l'espagnol et le catalan, c'est déjà loin d'être évident. Mais si vous pensez en plus entre l'espagnol, le catalan et le français, ça devient complètement mortel. Non, il ne faut pas traduire les prépositions, il faut essayer de comprendre la logique de l'autre langue. Donc, s'il vous plaît, maintenant, je vous demande pendant quelques minutes de ne surtout pas traduire dans votre tête et d'essayer de comprendre comment ces prépositions en français, comment ces prépositions ont été fabriquées en français. Tout bêtement, le français, contrairement à l'espagnol, contrairement au catalan, on a trois logiques différentes. On a trois langues, trois logiques différentes. Chacune de ces logiques fonctionne. Mais ces trois logiques sont incompatibles entre elles. Donc voilà la logique du français. On part de ce qui existe, ce qui est commun pour toutes nos langues, c'est-à-dire le latin. Et si vous vous souvenez du latin, il y avait 4 questions de lieu. D'abord, le lieu dans lequel on est. Question ubi, réponse in plus ablatif. Ce in plus ablatif a donné en français le am lorsque vous avez un concept ou le dam lorsque vous avez une réalité. Il voyage en avion. L'avion est un concept d'avion, ce n'est pas un avion concret. Il voyage dans l'avion. L'avion est un moyen de transport concret, tangible, que l'on peut toucher. Voilà pour la première des prépositions. La deuxième des prépositions du français a été fabriquée sur la question quo, le lieu vers où l'on va. En latin, c'était ad plus accusatif. Allez, ce ad plus accusatif a donné en français la préposition à. Et toutes les autres prépositions du latin qui équivalaient oralement, phonétiquement au à, sont passées là-dedans. Par exemple, le ab plus ablatif, il est passé là-dedans. Le amb que vous avez en catalan qui signifie avec, il est passé là-dedans. Quelque chose qui est fait à la main, c'est quelque chose qui est fait amb la main. Oui, tout bêtement, on l'a assimilé parce que pour des raisons de phonétique, c'était très facile de l'assimiler. Donc voilà 2 des prépositions du français. La troisième, c'est le lieu d'où l'on vient. Question unde. Ex plus ablatif, et un petit peu plus tard,
des plus ablatif. Eh bien oui, voilà. La préposition de vient de là. Non seulement la préposition de, je passe très rapidement, non seulement la préposition de, mais en plus, le français est allé jusqu'à utiliser ce de du latin pour fabriquer l'article indéfini pluriel. Catalan uns, espagnol unos, ça existe en français, hein. La forme existe. Les uns et les autres, quelques-uns, la forme existe. Mais elle a disparu comme article parce qu'on a utilisé cette logique de la question unde, je répète, où il y avait ex ou éventuellement des. Et puis, la fameuse préposition qui nous intéresse pour le moment, c'est le lieu par lequel on passe. En latin, per plus accusatif. Eh ben voilà, ça y est, vous y êtes. Le per en français va systématiquement être utilisé lorsque vous avez une idée de transition. Punto. Merci d'avoir écouté, donc à l'an prochain. Non, pardon, il manque encore le pour. Mais je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. La transition. Vous passez à travers quelque chose. Par exemple, vous passez à travers la fenêtre. À déconseiller. À déconseiller, sauf si vous êtes au rez-de-chaussée. Là, si vous êtes au rez-de-chaussée, vous pouvez. Mais si vous êtes au 15e étage, surtout ne faites pas l'expérience. Ou alors au moins, avant, ouvrez la fenêtre. Ça ira mieux. Donc, vous passez à travers un obstacle, vous passez par la fenêtre, idée de transition. C'est pas mal, hein? Attendez, vous connaissez des verbes transitifs. Donc, dans les verbes transitifs, bien sûr, il y a une idée de transition. Eh bien, voilà. Nous avons appris la nouvelle par les journaux. La nouvelle a transité à travers les journaux. Idée de transition, préposition par. C'est facile, hein? C'est très, très, très facile. Vous n'avez pas à calculer des heures. Dès que vous avez cette transition, vous pouvez être certain que vous avez la préposition par. Allez, vous qui êtes très fort en mathématiques. Les vecteurs, ça vous rappelle quelque chose, les vecteurs? Oui, ben on y est. Regardez, je vais vous prendre un joli bateau. Oh! Et voilà les vecteurs, et le bateau se retrouve au fond de la mer. Le bateau a été envoyé, vous voyez, il y a transition. Il y a transition entre la surface et le fond. Ben, on va mettre la préposition par. Il a été envoyé par le fond. C'est tout bête. C'est réellement tout bête. Transition, vectorisation, donc préposition par. Balle? Ah, mais attendez. Vous avez vu, il a été envoyé par le fond. Le fond, c'est le point de contact de la chute. Oui, mais là, il y a deux points de contact. Le premier point de contact, c'est le sol, c'est la terre. Le deuxième point de contact, ça va être la tête. D'accord? Ça fait très mal, hein? Ça fait très, très mal. Donc ici, vous avez, il est tombé par terre. Oui, il est tombé sur la terre. La fin de la transition, c'est la terre. Oui, mais il est tombé par tête, puisque la tête va être l'élément qui sera affecté à la fin de la transition. Donc, il est tombé par terre, par tête. Attendez, pour voir si vous avez compris. Hop, il est tombé par terre. Qu'est-ce que vous dites là? Par même. Il est tombé par terre, par même. Et il est tombé par terre, par pied. Il est tombé par terre. Et c'est vous qui l'avez dit. D'accord? Oui, il est tombé par terre, par cul. C'est exactement ça. C'est le point de contact entre l'élément qui va recevoir la fin de la chute et l'élément qui chute. Vous voyez, c'est très, 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 très facile. Autre chose. Le passage, au lieu d'être direct,
il peut être très très long. Par exemple, il a marché par la ville. Il a marché par la ville, imaginez Barcelone. Allez, on commence par la Rambla. Et donc, il a marché par la Rambla. Puis après, il a fait le passage de Grâce. Puis il est allé au Parc Güell. Puis il est allé... Et à la fin de la journée, il est complètement foutu, il est cuit. Mais il a marché toute la journée à l'intérieur de la ville. Il y a une saturation de la ville. Donc, préposition par. C'est la deuxième partie de la deuxième utilisation de la préposition par. Première utilisation, la transition. Deuxième utilisation, la saturation. L'excursionniste va par mont et par vaux. Les monts, ce sont les montagnes, les vaux, ce sont les vallées. Marcher par mont et par vaux, ça veut dire énormément marcher dans la journée. Ouais, mais imaginez, je ne sais pas si vous savez, si ça vous rappelle quelque chose, mais imaginez, je prends un étudiant qui va passer le bachillierat. Vous connaissez? Oui, donc vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses pour votre examen. Et vous allez avoir votre mémoire qui sera totalement saturée par des choses qui ne vous serviront à rien, non, pardon. Par des choses qui seront très utiles le jour de l'examen. Mais vous aurez votre mémoire qui va casser parce qu'elle est complètement saturée. Il a pris sa leçon par cœur. Allez, je sais que je fais la différence entre le cœur et le cerveau, je sais. Mais le cœur est une métaphore qu'on peut utiliser absolument pour tout. Donc ici, on l'utilise pour le cerveau. Il a appris par cœur, c'est-à-dire qu'il a le cerveau complètement saturé par ce qu'il a appris. Rassurez-vous, après les examens, vous oublierez tout. Donc, on continue les distributions. Les enfants vont 2 par 2. Chaque fois qu'il y aura un groupe de 2 qui sera complet, chaque fois qu'il y aura un groupe de 2 saturé, on passera à un autre groupe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants. Voilà. Marcher 2 par 2, vous avez cette idée de saturation. Il gagne 30 € par jour. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à 23h59 59 secondes, il y a 30 € qui arrivent. Le jour a été saturé, les 30 € arrivent. Donc voilà pour la préposition par. Et maintenant l'autre préposition. La préposition pour. J'aime beaucoup la préposition pour. Vous allez voir, il y a des choses qui sont très très intéressantes dans la préposition pour. Pas de confusion possible avec la préposition par. Aucune confusion possible. La préposition pour, elle vient aussi du latin. Le quiproquo. Quiproquo, c'est-à-dire qui à la place de qui. Qui à la place de qui est équivalent à qui. Avec la préposition pour, vous allez avoir systématiquement de la subjectivité. Non seulement de la subjectivité, mais en plus, vous allez avoir une estimation prudente. C'est la préposition la plus prudente qui existe en français, la préposition pour. Je vous prends des exemples. Signé pour le directeur. Signé pour le directeur. Vous n'êtes pas directeur. Vous n'êtes pas directeur. Vous signez à la place du directeur. Vous signez pro-directoré. Donc, vous signez à la place du directeur. Vous avez cette notion de à la place de, équivalent à, vous mettez la préposition pour. Ça va ? Passer pour fou. S'il vous plaît, non. Passer pour fou, ça veut dire, moi je ne suis pas fou. Vous, je ne sais pas. Vous, je ne sais pas, mais moi je ne suis pas fou. Donc, je veux bien passer pour fou, mais je ne le suis pas. Vous comprenez ?
Donc, prudence, donc estimation, donc préposition pour. Et les plus belles vont arriver. Voilà la plus belle. Le plus beau jour de ma vie, je vais me marier. Monsieur, voulez-vous prendre madame pour épouse? C'est pour épouse. Ah, si c'est pour épouse, d'accord. Pourquoi pour épouse, d'accord? Parce que pour épouse, ça veut dire elle va être l'équivalente d'une épouse pendant un certain temps. Je fais l'inverse. Hein. Madame, voulez-vous prendre monsieur pour époux? Ah ouais, rassurez-vous, ça ne dure pas longtemps. D'accord? Et le français est hypocrite, hein? Mais l'espagnol. L'espagnol. Qu'est-ce que vous dites traditionnellement? Le mariage, c'est quelque chose de temporaire ou de définitif? Traditionnellement, hein? Ben ouais! Et qu'est-ce que vous dites? Ser casado ou estar casado? Ben ouais, et voilà. Et l'espagnol utilise estar casado. C'est du temporaire. Vous voyez, on a des sociétés qui disent des choses, mais des langues qui disent le contraire de ce que disent les sociétés. C'est réellement fantastique. Les langues sont extraordinaires. Donc voilà, le mariage en France est une institution très prudente. Vous prenez quelqu'un pour femme, vous prenez quelqu'un pour mari, vous prenez quelqu'un pour un certain temps. Un certain temps. Ben oui, je vais revenir sur un certain temps. Regardez cette expression-là. Pour moi, c'est lui le coupable. Si j'étais sûr qu'il soit coupable, je dirais il est coupable, punto. Si je dis pour moi, ça veut dire que je ne suis pas sûr. Je le dis de façon très prudente. Je laisse la responsabilité de la condamnation à une autre personne. Par exemple, le juge, par exemple, le tribunal a dit qu'il était coupable, donc je pense qu'il est coupable. À vérifier. À vérifier, vous l'avez avec la préposition pour. Il a été condamné pour meurtre. Tout laisse supposer que c'est un criminel. Tout laisse supposer que le tribunal qui l'a condamné a raison de l'avoir condamné, mais moi, je ne le sais pas. Je ne possède pas toutes les pièces du procès. Je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées. Je prends beaucoup de précautions en ne disant pas il a été condamné parce qu'il a commis un meurtre, mais en disant de façon très prudente il a été condamné pour meurtre. Et enfin, nous l'avons acheté 70 000 euros. Nous l'avons acheté 70 000 euros, c'est le prix. Indiscutable. C'est réellement le prix payé. Nous l'avons acheté pour 70 000 euros. Ça veut dire que ces 70 000 euros, c'est le résultat d'une négociation. Peut-être que le marchand, au départ, exigeait davantage. Peut-être que moi, je voulais payer un petit peu moins. Mais il y a eu, en fin de compte, une somme, 70 000 euros, une somme pour laquelle les deux parties sont convenues. Après négociation, après estimation, après subjectivité, d'où la préposition pour. Vous voyez aucune confusion possible avec la préposition par. Ce sont deux mondes tout à fait différents. Le pour et le par sont deux mondes tout à fait différents. 80%
des élèves réussissent leur examen. C'est-à-dire que c'est une estimation à vérifier. Si on prend 100 élèves, 80 apparemment ont réussi. Je répète, c'est à vérifier. D'où la préposition pour. Le plus beau. Les étudiants partent à Bruxelles. Les étudiants partent à Bruxelles. Aucun problème, le point d'arrivée, c'est la ville de Bruxelles. Les étudiants partent pour Bruxelles. Ça veut dire qu'au départ, au moment où ils quittent Barcelone, la destination prévue, potentielle, est Bruxelles. Oui, mais en cours de route, ces étudiants vont peut-être s'arrêter quelque part avant. Ou alors, peut-être qu'ils vont revenir à leur point de départ. Vous voyez, le pour signifie on n'est pas sûr d'arriver ici au point de destination. Même chose avec la temporalité. Les étudiants partent pour 3 mois. Je fais une parenthèse. Je vous rappelle que c'est ce qui se passe, par exemple, pour les estadas obligatorias que nous faisons ici. Normalement, les étudiants partent pour 3 mois pour un trimestre. Et justement, par rapport à nos étudiants qui partent un trimestre, en théorie 3 mois, on va dire qu'ils partent pour 3 mois parce qu'en réalité, comme ils partent dans une autre université pour un semestre, ils vont rester quelques jours de plus que 3 mois. 3 mois, c'est l'objectif désiré. Pour 3 mois, ça veut dire que la durée de 3 mois, la durée stricte de 3 mois est simplement orientative. On le dit avec prudence, le séjour peut être plus court. J'espère qu'il ne sera pas plus court parce que s'il est plus court, ça veut dire qu'il y a un problème. Généralement, le séjour sera un petit peu plus long que 3 mois, même si officiellement, le séjour aura duré 3 mois. Préposition pour. Ah, et celui-là. Imaginez 2 catastrophes. Première catastrophe, vous êtes enrhumé. Vous toussez. Deuxième catastrophe, vous avez de petits animaux dans les cheveux. Vous avez de petits animaux dans les cheveux. Et vous prenez des précautions. Première précaution, vous prenez un sirop pour la toux. Deuxième précaution, vous prenez un shampoing contre les poux. Et surtout, ne prenez pas un shampoing pour les poux. Parce que si vous prenez un shampoing pour les poux, vous ferez un élevage de poux. D'accord? Donc là, il faut radical. Il faut être radicaux. Il faut exterminer les poux. Et vous prenez un shampoing contre les poux. Alors, pourquoi un shampoing pour la toux? Parce que la toux est très nécessaire. La toux permet, pardon pour la poésie, mais la toux permet d'évacuer les mucosités. Il ne faut surtout pas éliminer la toux. Parce que si vous éliminez la toux, vous allez faire en sorte que la personne n'évacuera pas les mucosités. L'objectif, c'est de faire en sorte que la toux ne soit pas douloureuse. Pas qu'elle disparaisse. Vous comprenez? Donc, pour qu'elle ne soit pas douloureuse, pour qu'elle ne disparaisse pas, vous ne prenez pas un sirop contre la toux, mais vous prenez un sirop pour la toux. Et enfin, il a acheté un train électrique à son fils. Contre, il a acheté un train électrique pour son fils. Voilà le premier cas. Ah,
Merci, papa. Ça, c'est acheter un train électrique à son fils. Le fils reçoit le train électrique. Et le deuxième? Ben ouais. Et voilà, il a acheté un train électrique pour son fils. Le fils a le droit de regarder le train électrique, mais il aura le droit d'y jouer que quand il aura 18 ans. Vous comprenez la différence? Elle est absolument fantastique. Les deux sont des datifs, les deux correspondent à des datifs en latin, mais un est introduit par la préposition à parce que le fils est véritablement la destination du cadeau. Le deuxième est introduit par la préposition pour parce que le fils est la destination hypocrite du cadeau. Mal. Et enfin, juste pour terminer, quelque chose qui va vous arriver dans quelque temps. On va arriver à la Saint-Jordi. Alors, j'adore la Saint-Jordi parce que vous avez envie d'acheter un livre, vous avez envie de lire un livre. Vous allez dans une librairie, et dans la librairie, vous achetez votre livre pour vous. Et on vous donne une fleur. Oh! Et vous arrivez à la maison, et vous dites à la personne avec qui vous vivez, « Oh! C'est pour toi !» En réalité, la fleur ne vous a rien coûté. Ben non, vous la donnez. Et la personne vous dit, « Oh non, merci, il ne fallait pas. » Non, 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 non. Es natural, es normal. Estamos casados. D'accord? Donc voilà grosso modo ce que je voulais vous montrer sur ces deux prépositions-là. Aucun problème à choisir entre les deux. Soit vous avez la transition, l'idée de transition, et aucune réflexion possible, c'est la préposition par. Soit vous avez une idée d'estimation, une idée de prudence, voire une idée d'hypocrisie, et dans ces cas-là, c'est la préposition pour. Juste pour terminer complètement, quand je vous dis de ne surtout pas traduire, la première fois que je suis venu en Espagne, c'était après la mort. Mes parents ont attendu qu'un certain monsieur qui était très vieux meure. Vous voyez de qui je veux parler. Et donc, on a attendu que la démocratie revienne en Espagne pour passer la frontière. On passe la frontière, et quelle est la première chose que je vois en Espagne? Todo por la patria. Por. Si j'adapte en français, par. Todo por la patria, tout par la patrie. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que peut signifier tout par la patrie? Ça signifie que la notion de patrie explique que tout. Vous voyez le danger de traduire? Le danger de traduire, c'est que si vous dites que la notion de patrie explique tout, vous dites par là que tout est possible à partir du moment où vous prenez le prétexte de la patrie. Je pense que le vieux monsieur qui venait de mourir aurait eu cette vision-là. Heureusement, ce n'est pas la vision générale en Espagne. Donc, si vous voulez, dans ces cas-là, en français, la traduction avec la préposition par est totalement impossible. Il n'y a pas de transition, ni verbale, ni spatiale, ni temporaire. En revanche, il y a l'idée de quelque chose qui a pour destination, pour orientation, un concept, le concept de patrie. Et dans ces cas-là, c'est la préposition pour qu'il faut employer. C'est tout simple. Merci. Alors, juste maintenant,
juste pour terminer, je vous propose de faire un tout petit jeu. Si vous avez un smartphone, si vous avez une tablette, attendez une seconde. Ah non. Je dois faire quelques manipulations. Et pardon, je dois faire quelques manipulations et je suis avec vous. Donc avant de commencer le jeu, si vous avez votre téléphone, si vous avez votre tablette, je vous propose d'entrer dans l'adresse que vous avez là et je vais vous demander d'attendre que je vous donne un code pour pouvoir participer au jeu. Donc, je vous ai fait... Je suis en train de... Bon, on va attendre une seconde. On va attendre une seconde parce que normalement, il devrait y avoir quelque chose que je ne trouve pas, mais je vous expliquerai ce que c'est. Donc, je vous ai fait 2 petits jeux. Le premier est simplement un entraînement. Donc, le premier est simplement un entraînement. C'est le deuxième qui sera le véritable jeu. Donc voilà le premier. Voilà, dans un petit moment, vous allez avoir le code. Voilà le code. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous dis le principe. Vous allez avoir une question et vous allez avoir 4 réponses possibles. Donc les 4 réponses sont schématisées par 4 couleurs différentes. Non seulement il vous faudra trouver la bonne réponse, mais pour gagner, il faudra être les premiers à répondre. Donc c'est un concours en même temps de connaissances générales et c'est aussi un concours de rapidité. Donc, puisque tout le monde est là, allez, puisque tout le monde est là, on va commencer. Ah, quel est le problème? Bal. Donc, si vous voulez, donc je répète, maintenant c'est juste un entraînement. Donc, première question. Quel jour suit le mercredi? Quel jour suit le mercredi? Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi? Ouais. Oh, tout le monde a réussi. Non. Tout le monde n'a pas réussi. Bal. Ah, ouais, mais attendez. Il y a encore 2 autres questions. Question suivante. Quel roi succède à Louis XIII? Louis XIV, Louis XV, Henri IV ou François Ier? Quel roi succède à Louis XIII? Allez. Donc, changement à la tête du classement. Ce coup-ci, on a une autre personne qui a le plus grand nombre de points. Et enfin, dernière question. Qui est Emmanuel Macron? Président de la République, candidat à la mairie de Barcelone, président des États-Unis ou gagnant du prix Goncourt 2018. Qui est Emmanuel Macron? Je vous laisse deviner.
Allez. Et donc, le vainqueur ou la personne qui a gagné... Qui est le vainqueur? Allez, mais ça c'était juste l'entraînement. Maintenant, on va passer à l'épreuve véritable. Donc, cette épreuve véritable portera sur la francophonie et il y a 3 questions qui porteront sur le fonctionnement des institutions françaises. Mais on commence par les questions sur la francophonie. Donc, je sors de ce jeu-là. Et je rentre dans l'autre. Ah, pardon. Et vous allez avoir un nouveau code. Tout le monde y est? Non? Ok, encore un petit moment. Ça marche pas. Balle. Il y a une limite. Pardon. Oh non, il n'y a pas de limite, excusez. Je supprime la limite. Ah non, je peux pas. Bon. Alors, pardon, excusez, j'avais pas vu ça. Il y a quelque temps, il n'y avait pas cette limite-là. Alors, pardon, mais on va jouer avec les personnes qui sont là. Donc, première question. Qu'appelle-t-on aujourd'hui la francophonie? Un grand concert annuel à La Rochelle, un concours de chansons en français, un ensemble de pays ayant en commun la langue française, un service de traduction gratuit sur Internet. Un ensemble de pays ayant en commun la langue française, ouais. Deuxième question. Ah, pardon, on va voir qui commence. Deuxième question. La francophonie dans le monde aujourd'hui regroupe 51, 64, 77, 93 pays. Eh ben ouais, c'était 93. Alors, actualisation. Balle. Question suivante.
De quel pays le français n'est-il pas la langue officielle? Sénégal, Madagascar, Cambodge ou l'Inde? L'Inde, territoire de Pondichéry. Donc le français n'est pas langue officielle quelque part. C'est le Cambodge, oui. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le français est langue officielle dans un État de l'Inde, l'État de Pondichéry. Bal. Ah ben ça va réduire maintenant. Allez. Question suivante. Dans quelle institution le français n'est-il pas langue officielle? Pas langue officielle. ONU, Banque mondiale, Comité international olympique, Croix-Rouge ou Croissant-Rouge. Il y a un podium de 3. Allez, donc c'est la Banque mondiale. Est-ce que ça fait un changement? Non, pas de changement. Si, pardon. Petit changement. Question suivante. En 1926 est créée l'Association des écrivains de langue française, ADELF, l'Association des professeurs de français de Catalogne, l'Université Léopold Sédar Senghor ou la Triple Alliance. Je vous rappelle 1926. C'est la toute première association dans le groupe de la francophonie. Ensuite, combien de pays francophones sont réunis dans la chaîne de télévision TV5 Monde? 59, 88, 31 ou 102? Allez, 88 pays, 19 bonnes réponses. Et la question suivante. L'université Pompeu Fabre est membre de l'Agence universitaire de la francophonie, la Cour de justice européenne, la Cour des comptes européenne ou membre de l'Institut français. Oui, la Pompeu est membre de l'Agence universitaire de la francophonie. Alors peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Pas de gros changements dans le classement. Donc chaque année, depuis 1999, une action officielle de la francophonie a lieu à Manresa, à Barcelone, à Tarragone, à Lleida. Ouais. Donc le concert de la francophonie a lieu chaque année à Manresa et cette année il aura lieu le 14 mars, non? Oui, le 14 mars. Donc cette année, vous savez que le jour de la francophonie c'est le 19 mars et généralement à Manresa le vendredi précédent, parfois le suivant, il y a le concert de la francophonie. Et cette année, il aura lieu donc le 14 mars. Le classement. Oh, pardon, j'ai perdu le classement, mais c'est pas grave. La Catalogne fait partie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie depuis 1974,
2001, 2008 ou 2010? Eh ouais. Donc, vous voyez que en Catalogne, la francophonie est beaucoup plus présente que ce que vous pouvez imaginer. Question suivante. Pardon, classement. Eh, pas de gros changements au classement. Alors maintenant, les questions sur la France. Depuis 2002, pour combien de temps est élu le chef de l'État? 4 ans, 5 ans, 6 ans ou 7 ans? Eh ouais. Ah, auparavant, c'était 7 ans. Bon, il y a une très belle histoire, mais on n'a pas le temps de vous la raconter. Auparavant, c'était 7 ans. Maintenant, c'est 5 ans. Il ne reste plus que 2 questions. Classement. Pas de gros changements. Il ne reste plus que 2 questions. L'avant-dernière, la voilà. Qui est le chef de l'État en France? Le roi, élu démocratiquement. Le roi par succession héréditaire, le Premier ministre ou le président de la République. Qui est le chef de l'État? Ouais. Oui, ce n'est plus le roi, il a perdu la tête, donc ce n'est plus lui. Et enfin, la dernière question. Ah pardon, encore une fois le classement. Et ça a l'air de se stabiliser. Toute dernière question. Qui est le chef de gouvernement, pas le chef de l'État, qui est le chef du gouvernement en France? Le roi élu, le roi par succession, le Premier ministre ou le président de la République? Et donc maintenant, on va voir le résultat. Ah pardon, il m'en reste une. Le président de la République est élu par un vote des députés, 577 députés, par une élection au suffrage universel, par un vote des sénateurs, par le congrès du Parlement, c'est-à-dire députés plus sénateurs. On commence par le troisième. Qui est le troisième? Troisième. Oh! Oui, mais elles se sont mises à 2. Donc, qui est le second? Et il reste le premier. Qui est le premier? Ah, ils se sont mis à 2 aussi. Il y a la campagne, c'est son accompagnant. Bon, donc, il ne reste plus qu'à vous remercier d'être venu, à vous souhaiter
beaucoup de succès pour votre avenir, qui va sans doute beaucoup changer dans très très peu de temps. De vous donner rendez-vous l'an prochain. Ce sera une autre équipe qui me remplacera l'an prochain, parce que l'an prochain, je ne serai plus là. Comme depuis quelque temps n'est plus là, ce monsieur Vicente, qui a été pendant quelques années le monsieur Bachibac, qui a succédé à Chabier, que vous avez vu tout à l'heure, ah ouais, si. Et donc voilà la nouvelle Madame Bachibac, Eva que vous allez connaître. Fais-moi une photo, fais-moi une photo breve. Bal, et excusez, Samy, toi aussi, donc, bon, toi tu prends pas ta retraite. Samy ne prend pas sa retraite, mais malheureusement aussi pour nous, c'était la dernière fois que Samy pouvait participer à cette journée avant qu'il aille sous un autre ciel. Bal, donc merci beaucoup et bon retour. Merci bien.